Bonjour et bienvenue à votre chaîne Bac Sciences Art avec une nouvelle leçon sur les réseaux électriques. Toujours, on est en train d'étudier les sections de câbles. Donc, avec un autre exemple. Donc, dans cet exemple, on va s'intéresser au câble C1 ici et le câble C2. Donc, on va calculer la section du câble C1 et du câble C2. Donc, la canalisation C1 est constituée de trois câbles polaires en cuivre isolés au pair serrés en triangle. Donc, pour des câbles unipolaires serrés en triangle, on va en prendre lambda, ou si vous voulez, la réactance est égale à 0,0910-3 ohms par mètre. Les câbles sont enterrés seuls dans un sol normal de température de 35 degrés. Donc, cette canalisation, ou ce câble, si vous voulez, il alimente trois départs dont les valeurs de courant IB sont données ici, et un autre récepteur dont les caractéristiques sont donc la puissance utile ou la puissance nominale de 15 kW, le rendement de 0,87, un cosinus phi de 0,8 et un coefficient d'utilisation de 0,75. Donc la canalisation C2 est constituée d'un câble tripolaire en cuivre isolé au PVC en pose jointive avec trois autres câbles multiconducteurs sur des tablettes perforées dans une température de 40 degrés Celsius protégées par des fusibles alimentant le récepteur R1. Donc on a vu les caractéristiques du récepteur R1. Donc ici il nous donne directement le courant d'emploi IB pour les trois départs. Ici on doit chercher le courant d'emploi pour le câble C2 et le câble C1. Donc avant de passer au calcul, donc je vous demande de noter donc les caractéristiques de canalisation C1 et la canalisation C2. Et on passe au calcul. Donc avant de passer au calcul, il faut juste ajouter une remarque. Donc le disjoncteur D1, c'est un disjoncteur. Donc la canalisation C1 est protégée par un disjoncteur différentiel. Et le neutre, pour ce schéma, il est isolé, il n'est pas distribué. Donc le disjoncteur différentiel, comme vous le savez, c'est un dispositif différentiel à courant résiduel. Donc il remplit les trois fonctions suivantes. La protection des circuits contre les surintensités, la protection des circuits contre les courants de circuit et la protection des personnes contre les contacts indirects. Donc et on va passer au calcul. Donc on a vu dans l'exemple précédent comment calculer le courant absorbé. Donc le courant absorbé est égal à la puissance apparente divisée par la tension divisée par racine carrée de 3. Avec S où la puissance apparente est égale à la puissance absorbée divisée par le cosinus phi. Et la puissance absorbée, on a vu qu'elle est égale à la puissance nominale ou la puissance utile divisée par le rendement. Donc, et on va trouver le courant absorbé. Donc, est égal à PU divisé par racine carrée par U, racine carrée de 3 cosinus phi, le rendement. Donc, et on remplace. Donc, on a dit que PU est égal à 15 kilowatts. U, on a une tension de service de 400 volts, racine carrée de 3, cosinus phi 0,8. Donc ça c'est pour pour distinguer. Donc ça c'est pour le récepteur R1. Donc on est en train de calculer IB pour le récepteur R1. Donc multiplié par le rendement. Le rendement on a dit 0,87. Donc on va trouver une valeur pour le courant de 31. Pardon. 0,11 ampères. Donc, on va passer au calcul de courant d'emploi, IB, dans la canalisation ou pour le câble C2. Donc, il est égal au courant absorbé multiplié par le coefficient de simultanéité. Donc, on a un seul récepteur, donc 1. KU, les données 0,75. KE pour les prévisions. KN pour le neutre, s'il est distribué ou non. Et K'S pour la symétrie. Donc, on va supposer qu'on respecte la symétrie. KN, neutre non distribué, donc on va prendre 1 pour K'S. KN est égal à 1. On n'a pas de prévision. Donc 1. KU, elle est donnée ici. Donc 0,75. KS, on a un seul récepteur, donc c'est 1. Donc, et le courant d'emploi, pardon, le courant absorbé, c'est 31,11 qu'on vient de trouver. Donc, on va trouver un courant IB1 est égal, donc pour le conducteur 1, C1, pardon, C2. Donc, si c'est pour les récepteurs, donc C2, IB2 est égal à 23,33 ampères.
Donc, et on va passer pour calculer IB, donc ici. Donc, pour la canalisation, c'est 1. Donc, IB1 est égal. Donc, on a 4 départs, pardon. Donc, 25, un départ 25 ampères, un départ, donc il nous a donné ici, ce sont des courants d'emploi, plus 40, plus le courant qu'on vient de trouver, canalisation C2 au câble C2, 23,33, donc multiplié par le coefficient de simultanéité KS. Donc ici, les autres facteurs, on a dit donc 1. Il nous reste le coefficient d'utilisation. Donc pour le coefficient d'utilisation, on a déjà utilisé ici. Donc le coefficient d'utilisation, on l'a utilisé ici pour le courant IB2. Donc pour les autres départs, il n'y a aucune indication, donc on va prendre 1. Donc et on va multiplier. Donc KS, donc le coefficient de simultanéité, donc pour 4 à 5 circuits, pardon, on prend un coefficient de 0,8. Donc, et on va trouver une valeur pour IB1 de 111 ampères. Donc après ça, on va passer pour calculer IZ pour les deux câbles. Donc j'ai noté ici le courant d'emploi qu'on a trouvé pour le câble C1 et C2. Donc ici, donc IB1, donc on a trouvé IB1 est égal à 111. Donc le courant nominal juste supérieur, on va prendre IN est égal à 120. 120 ampères. Et vu qu'on a un disjoncteur, donc il est protégé, le câble C1 est protégé par un disjoncteur, donc on va prendre IZ est égal à IN est égal à 120 ampères. Donc pour le câble B2, donc on va prendre le courant normalisé IN supérieur 25 ampères. 25 ampères. Donc IZ, donc le câble C2 est protégé par fusible, donc IZ est égal à K fois IN. Donc avec K, donc, comme on a vu dans les exemples précédents, on revenait au tableau, donc est égal à 1,21 multiplié par 25. On va trouver un courant IZ est égal à 1,25 ampères. Avant de chercher le courant effectif I'Z, on doit tout d'abord chercher le coefficient K. Donc on a vu K est égal. Donc on a ici pour le câble C1, elle est enterrée seule. Donc on doit utiliser les facteurs K4, K5, K6 et K7. Donc il faut revenir au tableau qu'on a étudié dans la page 38 à la page 41. Pardon. Donc, et pour le câble donc C1, C2 pardon, donc K1, K2, K3. Donc premièrement, on va travailler avec la lettre D ici, donc des câbles enterrés. Donc pour K4, donc K4 est égal, donc on va revenir au tableau, donc K4 est égal 1. Donc pour un câble enterré seul directement sur le sol. Donc pour K5, donc c'est l'influence mutuelle, donc elle est seule, on va prendre enterré seul, donc on va prendre K5 est égal à 1. Donc K6 est égal à 1,05 pour un sol normal. Donc normal. Et K7, c'est la température, c'est l'influence de la température plus l'isolant. Donc on va trouver une valeur de 0,87. Donc pour le câble C2, donc on va trouver la lettre E. Donc la lettre E. Donc pour un câble tripolaire sur tablette perforée. Donc le K1, donc on va trouver une valeur de 1 pour le mode de pause. K2 c'est égal à 0,77 pour l'influence mutuelle. Donc on est ici avec 3 autres câbles, donc c'est-à-dire 4 circuits. Donc on va trouver une valeur de 0,77. Donc 4 circuits plus la lettre E, on va trouver une valeur de K2 de 0,77. Pour le facteur K3, c'est l'influence de la température plus l'isolant, on va trouver une valeur de 0,87. Pour le facteur K7 ici, c'est 0,89 pardon, d'après le tableau. Donc on va trouver un coefficient K de 0,935. Donc 0,935. Donc, et un coefficient ici K est égal à 0,67. Donc I'Z ici est égal à IZ divisé par le facteur K.
Donc est égal, on a dit 120 divisé par 0,935. On va trouver une valeur de 128,34 ampères. Ça c'est pour le câble C1. Donc pour le câble C2, donc c'est la même chose. I'Z est égal à IZ divisé par K. Donc divisé par 67. C'est égal à 30,25 divisé par 0,67. On va trouver une valeur de I'Z de 45,15 ampères. Et de ces valeurs qu'on vient de trouver, donc en utilisant les tableaux de la page 38 à la page 41, donc on va en déduire les sections. Donc avec les valeurs qu'on a trouvées de courant fictif I'Z pour la canalisation C1 et C2, donc on va trouver une valeur pour la section S1, donc toujours en utilisant les tableaux, de 25 mm². Donc pour le cuivre, S2 est égal à 10 mm². Donc on va aller vérifier les chutes de tension. Donc on a une chute de tension ici admissible, delta U sur U de 5%. Donc on va aller vérifier si les sections respectent cette condition. Donc on a vu que la chute de tension peut s'écrire delta U est égal à racine carrée de 3 multiplié par le courant d'emploi IB multiplié par la longueur multiplié par donc ρ cosinus phi divisé par la section, donc IC, plus lambda sinus phi. Donc je remplace ici, donc delta U est égal à racine carrée de 3. Donc en IB, on a trouvé une valeur de 111, la longueur 120, donc multiplié par 0,025, 0,225 pardon, multiplié par le cosinus phi de 0,8 divisé par la section qu'on vient de trouver, 25, donc plus, donc lambda c'est 0,09 pour le câble C1, multiplié par 10 moins 3 en par mètre, donc multiplié par 0,6 de sinus phi. Donc on va trouver delta U, valeur à peu près égale à 17,86 volts. Donc on doit diviser par 400 par U, multiplié par 100. Donc on va trouver une valeur de, donc delta U, on va remplacer 17,86 divisé par 400, multiplié par 100. On va trouver une valeur à peu près égale à 4,46%. Donc, on est toujours dans les chutes de tension admissibles, donc inférieures à 50 à 5%. Donc, pour le câble C2, la racine carrée de 3 multipliée par, donc je remplace, on a trouvé une valeur de IB de 23, le courant d'emploi, 0,33 multiplié par la longueur 15 mètres, multiplié par 0,025, 225 pardon, multiplié par 0,8 le cosinus phi, divisé par la section 10, plus le terme avec sinus, donc 10 moins 3. Donc ici, il faut faire attention. Donc pour le câble C1, la réactance est 0,08 10 moins 3, multiplié par le sinus phi 0,6, et on va trouver une valeur de delta U. Donc pour le câble 2, c'est égal à 1, à peu près 1,12 volts. Donc la même chose, on divise par 400, on va trouver delta U sur U est égal à une valeur de 0,28%. Donc je termine ici. Donc ce n'est pas terminé pour le câble C1. Pour le câble C2, il faut ajouter le 4,44% qu'on a trouvé pour le câble C1. Donc delta U total pour le câble C1 c'est 4,46% plus 0,28%. Donc 4,46 plus 0,28, on va trouver une valeur de 4,74%. Donc on est toujours dans les chiffres de tension admissibles. Donc pour le câble C1 et pour le câble C2. Donc et on va travailler avec les sections S1 et S2
respectivement de 25 mm² et S2 de 10 mm². Donc pour conclure, on a dit que la canalisation C1 elle a une section de 25 mm², donc 3 fois 25 mm², plus le conducteur de protection de 16 mm². Donc on a vu dans les tableaux précédents, pour une section inférieure à 16 mm², on prend la section PE est égale à la section de phase. Pour des sections de phase compris entre 16 et 35 mm², on prend la section de PE est égale à 16 mm². Et pour des sections supérieures à 35 mm², on prend SPE est égal à la section de phase divisée par 2. Il faut faire attention ici. On a vérifié dans tous les exemples qu'on a fait jusqu'à maintenant, dans le calcul de section de câble, on a vérifié juste la condition concernant la chute de tension. Donc, est-ce que cette section est acceptable ou non? Mais il y a d'autres conditions qu'on doit vérifier. Donc, dans les exemples, Inch'Allah, qui vont venir, on va étudier d'autres conditions qui influencent le choix de la section de câble, à savoir la longueur maximale. Donc, pour vérifier, si la protection contre les contacts indirects donc des personnes est assurée. Donc, une deuxième condition, donc ça c'est la deuxième condition. On a vérifié la chute de tension, c'est la première condition. La deuxième condition, c'est la longueur maximale. La troisième condition, c'est la contrainte thermique. Donc, en calculant le courant de court-circuit minimal, donc à l'extrémité de la canalisation, donc, et on va savoir si cette section supporte la contrainte thermique de fusible ou de disjoncteur. Et il reste une dernière section, c'est la section économique. Donc on va calculer la section économique et on va choisir la section supérieure ou égale aux 4 sections qu'on vient de trouver, ou qu'on va trouver, Inch'Allah. Merci de votre attention. N'oubliez pas de vous abonner à votre chaîne et je vous donne rendez-vous, Inch'Allah, pour une nouvelle leçon. Merci.